qui vont nous parler de cartographie mobile. Installez-vous s'il vous plaît en silence. Vous pouvez ramener les gens par là, S'il vous plaît. Donc pour une bonne trentaine de minutes d'exposé, on va essayer de garder un peu de temps pour des questions. Et à l'issue de leur présentation, donc, on fera une première session de parole aux exposants. Donc il y a 4 exposants qui vont vous présenter leur société. Voilà. Bien, bonjour. Donc effectivement, on va vous présenter nos activités en cartographie dynamique qu'on exerce depuis à peu près 4 ans pour vous faire un petit retour d'expérience sur la mise en place de cette activité, l'organisation, la production, les types de livrables, les limitations, les avantages, etc. Donc pour ma part, Marc Desfers, je m'occupe du pôle Cité Industrie de Fitesic, qui intègre notamment le service cartographie dynamique ou mobile mapping dont s'occupe Valentin Poitvin. Donc après l'introduction, je vais laisser Valentin vous présenter justement tout ce que j'ai exposé précédemment. Donc très rapidement, on va le dérouler en fait cette présentation, une très courte présentation de Fitesic, mais pour vous expliquer comment on est arrivé à la cartographie dynamique. Comment on a fait notre choix du système de mesure, donc ce qui était pertinent ou pas pour nous. Comment nous avons organisé le service, puisqu'il y a beaucoup d'implications derrière, au-delà du simple système d'acquisition. Et ensuite, vous parlez beaucoup d'applications, de type de précision, de rendu, dans les différents domaines d'activité ou les différents métiers sur lesquels nous utilisons ce système. Donc Fitesic, on est une société d'ingénierie avec 2 grands domaines. La première qui touche à la mesure, donc tout ce qui est topographie classique, et puis la mesure dimensionnelle, les relevés 3D d'environnement, la métrologie industrielle, les auscultations d'ouvrages d'art. Et une deuxième partie qui porte plus sur les études de la maîtrise d'œuvre, dans les domaines des infrastructures, des réseaux et de l'aménagement, de l'urbanisme. Donc le siège social est à Nantes, on est à peu près 200 personnes, 10 établissements en France que vous voyez sur la carte, et différentes filiales. Delta Métrologie au Maroc, qui, comme son nom le laisse entendre, travaille dans l'industrie sur des prestations de métrologie industrielle chez les gros industriels marocains. Dimail aux États-Unis, qui travaille beaucoup sur des remontages 3D, des inspections visuelles sous-marines, notamment dans l'offshore. Et puis AFC Architecture, qui est un cabinet d'architectes basé à Marseille, qui complète beaucoup notre activité urbanisme. Donc comment on en est arrivé à la cartographie dynamique ou au MMS? Donc on est organisé aujourd'hui en 4 pôles métiers: BTP Construction, Cité Industrie, Oil and Gas et Aménagement Voirie Réseau. Donc pour chacun de ces pôles, on a différents types d'usage du mobile mapping, sauf en Oil and Gas. Donc sur le BTP, on va parler de projets de terrassement, de récollement, de mesures de tunnels, de mesures dans le cadre d'élargissement, de projets d'élargissement de routes ou d'autoroutes. En cité industrie, on travaille sur les inventaires urbains, tous les projets ferroviaires, que ce soit dans le cadre d'une électrification, d'un renouvellement de voies, ce genre de choses, et des diagnostics de chaussées. Et donc en aménagement, voirie et réseau, donc là on parle surtout en fait réseau, où on fait les plans carto ERDF, GRDF, les fameux carto 200 que je pense beaucoup ici connaissent. Et puis également pour l'urbanisme des maquettes 3D à partir des relevés, donc LIDAR et photos qu'on va vous présenter tout à l'heure. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à un spécialiste. Merci, bonjour à tous. Avant de détailler cette slide, je pense, parce que je ne connais pas le niveau de tout le monde sur la cartographie dynamique, donc je vais juste expliquer un petit peu. Comme son nom l'indique, l'objectif c'est donc de réussir à faire de la mesure donc en mouvement dans un but forcément de cartographie. L'idée c'est que le système de mesure est équipé de 2 familles de capteurs. Une famille de capteurs qui est là pour le positionnement. Donc on va avoir traditionnellement une antenne GPS, enfin GNSS et GLONASS, une centrale inertielle pour mesurer les mouvements du véhicule dans l'espace, un odomètre aussi si on veut pour aider aussi sur la connaissance et l'avancement du véhicule. Donc ça c'est pour le positionnement du véhicule et donc son géoréférencement.
dans un système que l'on souhaite. Et en parallèle, on va mesurer le positionnement du véhicule. On va donc ensuite mesurer l'environnement que l'on souhaite. Deux types de capteurs. Un capteur qui va apporter la géométrie, donc c'est ce qu'on appelle le lidar ou le laser. L'idée ici, c'est qu'on va avoir des profils en travers, si vous voulez, qui vont être mesurés. Et c'est la succession de profils en travers, donc avec le mouvement du véhicule, qui va créer un modèle donc en 3 dimensions et un nuage de points cohérent et géométrique. La géométrie donc est apportée par le lidar, et donc pour comprendre ce que l'on souhaite dessiner, il faut qu'on ait de l'imagerie en parallèle. Et donc on va avoir un capteur imageur, et donc là, après, on va le voir par la suite, on peut avoir de l'imagerie panoramique sphérique, comme Google Street View, ou de l'imagerie fixe. Et donc le tout, donc le lidar apportant la géométrie et l'imagerie permettant de comprendre l'environnement, ça permet ensuite de faire la cartographie et les produits que l'on connaît, qu'on va voir par la suite. Donc ce qui compose du coup, j'ai à peu près tout détaillé, ce qui compose du coup un système dynamique, et dans l'ordre d'importance que nous on a souhaité aborder, c'est tout simplement son système de positionnement et d'orientation, donc composé de sa centrale inertielle et du système GPS. Donc forcément la précision qu'on peut avoir de mesure angulaire grâce à la centrale inertielle. Est-ce qu'on va mesurer GPS plus la constellation GLONASS? Est-ce qu'on sera donc en GNSS, qui est très important? La deuxième partie, c'est l'aspect LIDAR, parce que c'est ce qui va apporter la géométrie et ce qu'on souhaite mesurer. Donc pour nous, c'est la deuxième chose qui est très importante. Forcément la précision, on est tous géomètres, donc on est attaché à ces notions-là. La fréquence de mesure, pour savoir quel type d'information pourra du coup sortir du nuage de points. Multi-écho, on le verra par la suite, donc forcément vu qu'ici on est en mesure dynamique, on ne maîtrise pas du tout l'environnement, donc c'est très intéressant de pouvoir avoir un capteur qui est capable de mesurer plusieurs échos sur un même signal, et également sa portée suivant les thématiques. Ensuite, l'aspect imagerie, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents types d'imagerie, donc le FOV, donc le field of view, savoir s'il couvre une image fixe, on est plutôt sur un panoramique qui permet d'avoir une meilleure vision. Donc ça, c'est un aspect très important, sa résolution et également sa fréquence de mesure, tout comme le LIDAR. Et enfin, une chose qui est pour nous importante, c'est dans la chaîne de post-traitement et de traitement, de pas la formation que l'on a. Tout ce qui est effet boîte noire, on n'aime pas trop ça. Donc nous, l'idée, c'était surtout d'avoir quelque chose où on puisse avoir quelques potentiomètres et essayer de comprendre ce que l'on fait sur la partie trajectographie principalement. Le niveau de traitement que peuvent proposer les différentes solutions, les contrôles qu'on a forcément, et la portabilité au regard des traitements qu'on a actuellement, des logiciels qu'on a actuellement, et savoir comment est-ce qu'on peut intégrer cette nouvelle technologie dans l'activité actuelle. Donc on a étudié plusieurs systèmes de cartographie dynamique. Pour information, il existe deux grandes familles. Une famille qu'on appelle Survey Grade, donc c'est vraiment pour faire de la topographie avec une précision centimétrique. Et sinon, on a des systèmes de type SIG qui sont là donc pour faire de l'inventaire à des précisions métriques. Donc les deux sont intéressants, c'est juste qu'on ne parle pas de la même chose. Nous, on s'est forcément intéressé sur l'aspect topographie. Les cahiers des charges qu'on s'est fixés en regardant les spécifications que pouvaient présenter les différentes solutions existantes, nous, forcément, ce qu'on voulait, c'était une précision optimale, parce que, comme l'expliquait tout à l'heure Marc, on a un aspect BTP dans notre entreprise, et aujourd'hui, sur les aspects autoroute, tout ce genre de choses, nos clients ont besoin de précision accrue, surtout en altimétrie pour les raccordements. Donc nous, on voulait un système le plus précis possible. Forcément, donc en absolu, forcément sur le côté relatif, certaines applications demandent de la cotation subcentimétrique sur quelques distances ou quelques cotations. Donc on voulait aussi des lidars qui puissent apporter ce niveau de précision. Le multi-écho que j'ai expliqué tout à l'heure, vu qu'on ne maîtrise pas l'environnement, c'est intéressant de pouvoir avoir plusieurs échos sur un même signal. L'imagerie, on avait tranché, on voulait une imagerie 360, parce que je pense que tout le monde utilise ou a utilisé Google Street View. C'est agréable d'avoir une vue immersive pour pouvoir comprendre l'environnement qui nous entoure. Donc pour nous, c'est un critère très important. La vitesse d'acquisition, c'est corrélé avec la notion du BTP, vu qu'on voulait intervenir sur autoroute, on ne veut pas être une gêne et pouvoir s'insérer dans le flux, donc c'était important d'avoir quelque chose d'intégré qui puisse tenir une vitesse importante. Et enfin, des traitements transparents et surtout qu'on puisse transposer avec les outils que l'on a actuellement, sans pour autant revoir le parc matériel dans l'ensemble.
Donc on a trouvé. Donc le choix s'est porté sur le Street Mapper, développé par 3D Laser Mapping. Donc en même temps, on voulait quelque chose de très précis, avec une intégration intéressante. Donc forcément, on était dans le haut du panier sur la partie d'investissement. C'est pour ça qu'on tient à préciser que l'investissement n'a pas été fait que par Fitesic, mais par également la société sœur Fit Conseil, donc à 50-50. Pour revenir un petit peu sur les spécifications de notre système, la partie intégration du système de positionnement et d'orientation, on travaille avec IGI ou IGI System, une société allemande, qui a une trentaine d'années d'expérience sur l'aspect aérien de leurs capteurs, embarqués et dynamiques aussi, et qui propose une solution terrestre. Donc ici, on est à 512 Hz, ce qui est très intéressant pour les applications qu'on verra tout à l'heure, surtout sur le rail, et la modélisation d'effets vibratoires particuliers. Forcément, la partie GPS, on est en GNSS, c'est une partie très importante en modèle mapping. C'est bien beau de vouloir une bonne précision, mais la base de la base, quand même, c'est de maîtriser l'aspect GNSS. Comme ça évite de trop déclencher la centrale inertielle. Donc forcément, on est en GNSS. On a appliqué aussi ce qu'on appelle le DIA, donc le Direct Inertial Heading, c'est-à-dire qu'on a une communication entre la centrale inertielle odomètre et le GPS qui permet en cas de coupure d'essayer de retrouver plus rapidement, si vous voulez, un segment spatial. Les lidars, on est parti sur du Rigel en VQ450. Donc en gros, si vous voulez, on a deux systèmes qui mesurent en parallèle environ 1 million de points secondes. Ça, c'est la théorie. Forcément, on en mesure un petit peu moins. Donc vous imaginez bien le volume de données que cela représente, et donc du coup l'exhaustivité et la capacité à pouvoir dessiner comme dans un environnement réel. Enfin, la caméra sphérique, donc c'est la Ladybug 3, 12 mégas. La résolution est aujourd'hui relativement faible, parce que finalement ça fait des images de 2 mégapixels. Par contre, elle couvre 360 degrés, et vu qu'on n'est pas sur un aspect photogrammétrique et donc mesure à partir de l'image, et que nous on souhaite juste connaître un peu l'environnement, c'est suffisant. Et enfin, des exports LAS et JPEG, ça parle pas à tout le monde, mais ce que ça veut dire, c'est que finalement c'est les exports classiques que l'on retrouve partout et qui sont utilisés et exploitables par toutes les suites logicielles que l'on a. Donc voilà, on s'est porté sur le Street Mapper. Au-delà d'investir dans un système d'acquisition, il faut aussi des hommes derrière pour pouvoir gérer tout ça. Et même si on a le système dans le garage, derrière, il faut pouvoir assumer les acquisitions qui vont être faites et le traitement. Il y a deux aspects importants. Pour nous, il y a un aspect maîtrise de la technologie, parce que forcément, ça reste de la topographie, mais je comprends quand on dit que ce n'est pas de la topographie, parce que finalement, c'est des capteurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc ça nécessite une refonte un petit peu de nos connaissances. Donc il faut maîtriser pas mal d'outils, c'est assez hétérogène, la partie GNSS, la partie inertielle, le couplage qu'il peut y avoir entre eux, et également la partie lidar image, parce que finalement, la partie GNSS inertielle, le client il ne la voit pas, lui il voit que le lidar et l'imagerie. Donc il faut avoir un nuage de points qu'on sache maîtriser et exploiter, et pareil, une imagerie qui soit intéressante et exploitable. Et enfin, pour nous, ça vient d'être expliqué par Marc tout à l'heure, l'idée du mobile mapping chez Fitesic, dans le groupe Fit, d'une part, c'est d'essayer de trouver des nouveaux marchés et d'avoir de la projection sur les acquisitions pour apporter notre compétence sur d'autres projets, mais c'est aussi pouvoir s'adapter sur des choses qu'on fait actuellement. Parce qu'on ne va pas non plus révolutionner la topographie. L'idée, c'est d'utiliser un système de mesure pour pouvoir faire des choses qu'on faisait avant, mais différemment. Donc ça s'est fait en créant ce qu'on appelle un ingénieur d'affaires. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'analyser techniquement ce qui se passe, de pouvoir la maîtriser, ce qui fait que quand on maîtrise quelque chose, on peut former les gens, donc du coup développer le service, et enfin ne pas cesser de développer, que ce soit au sens propre, enfin différents sens, c'est-à-dire simplement en développement informatique par rapport à des routines ou des algos, et aussi le développement des services qu'on peut faire par rapport à nos clients, et ne pas cesser d'innover dans ce sens-là. Donc vous l'aurez compris, la structuration du service, c'est des ingénieurs pour maîtriser tout ça. Par contre, s'ils n'ont pas une équipe derrière, il ne se passe aussi strictement rien. Donc il y a eu un gros challenge logistique, déjà en équipement informatique.
on ne fait pas tourner des millions de points LIDAR et en parallèle, en plus de l'imagerie, et pourquoi pas 3-4 vues avec des coupes, avec l'équipement qu'on avait précédemment. Donc il a fallu investir là-dedans. On fait juste un petit clin d'œil pour dire qu'une journée d'acquisition, suivant ce que l'on fait, on peut avoir 100 gigas de données à 1 Tera. Voilà. Aussi, il a fallu faire du recrutement et développer notre équipe. Donc forcément, c'était des profils, on a cherché des profils un peu spécifiques, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif était aussi de pouvoir répondre à s'adapter du coup à des projets existants. Donc finalement, on avait des gens en interne et qui connaissaient déjà les produits, qui le faisaient différemment, donc on a fait du recrutement et puis de la formation interne. L'autre clin d'œil, c'est juste expliquer que suivant le type de produit, la valorisation qu'on fait d'une journée d'acquisition, ça peut aller d'une dizaine de journées de production à 80, même pourquoi pas plus. Et enfin, ça je pense que tout le monde le comprendra rapidement, il a fallu avoir des outils de management dédiés parce qu'on ne gère pas pareil un projet qui génère 10 jours hommes et un projet qui génère 200 jours hommes, de part sur l'impact des données qu'il peut y avoir avec le client, la maîtrise des rendements, et pourquoi pas du coup refaire la boucle, que l'ingénieur fasse du développement pour aider son équipe et ainsi de suite. Donc ce qui est important de retenir, c'est que même si on achète un système et qu'on l'a dans le garage, finalement si on fait tourner, après il faut quand même se structurer et maîtriser. Aujourd'hui, les quelques chiffres que l'on a pour ce service-là, c'est on a 2 ingénieurs qui maîtrisent la technologie, une équipe de chefs de projet et de techniciens, donc on est entre 25 et 30, ça dépend de la fluctuation des projets, et après de toute manière la donnée LIDAR reste du LIDAR, donc on a nos équipes statiques aussi qui peuvent venir nous aider. On a des ordinateurs qui sont là pour dessiner, mais on a surtout des calculateurs pour gérer toute la donnée. Donc là, c'est des spécifications techniques un peu lourdes. Et ce qui est plus important, finalement, c'est vraiment la technologie SSD et monter en RAID 0 pour pouvoir faire la copie, parce que finalement, c'est la quantité de données qui est importante et les copies qui sont faites qui prennent beaucoup de temps. En outil, forcément en interne, on a un cloud pour échanger les données, un FTP par rapport à nos clients et surtout des doubles copies sur disque, ça c'est indispensable. Les quelques chiffres, actuellement on a environ 6500 km utiles, donc vu je l'ai expliqué tout à l'heure, on fait un double passage, ça fait à peu près 13 000 km, ce qui fait 1500 km par an. Et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la quantité de données que ça représente, environ 90 000 gigaoctets par an de données qui sont traitées. Je vous l'accorde parce que c'est fait en double copie, mais c'est indispensable. On le verra par la suite si on souhaite valoriser la donnée en plusieurs étapes. Ensuite, on a mis quelques images. C'est pas très grave. C'est juste pour expliquer. Donc, en gros, le traitement, la chaîne complète, de façon succincte, c'est une mesure. Donc ça, c'est censé représenter du traitement GNSS cinématique qu'on peut avoir. Donc ici, on va utiliser les outils Waypoint, qui sont d'ailleurs représentés aujourd'hui. Ensuite, on va avoir donc une trajectoire en GNSS. Finalement, on va le coupler avec la mesure inertielle. Regarder la calibration qu'il peut y avoir des différents capteurs à l'intérieur, valider notre trajectoire, géoréférencer notre donnée LIDAR. Donc ici, on a 2 passages qui ne s'adaptent pas bien, si vous voulez, entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est la donnée brute, de l'imagerie géoréférencée. Et le tout va y avoir un traitement que je vais spécifier tout à l'heure pour pouvoir traiter. Maintenant, on va passer aux différentes applications. Donc, on aura de 3 types, la route, le rail et le maritime. En ce qui concerne les points forts pour chaque domaine d'activité, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire que vous l'aurez compris, le rendement d'acquisition est important, chose qu'on n'a rien inventé en écrivant ça. La valorisation 2D, 3D. Ce qui est important donc, dans le cadre de la route, c'est une insertion très facile dans le flux de circulation. On a peu souvent de balisage, voire pas. Donc ça, pour le client, c'est un plus. Surtout la sécurité du personnel. La même chose que l'on faisait avant en scan statique, il fallait un balisage. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est très concerné par la sécurité. Donc c'est un atout important de cette technologie. Réduction du balisage et donc pour le client, forcément des coûts. Et l'initialisation est très simple, c'est-à-dire que là, on maîtrise complètement les allers-retours de notre véhicule. Donc dans le cadre d'une acquisition, il y a ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, la calibration des capteurs. Et il y a forcément des conditions idéales à essayer de rechercher. Et dans le cadre d'une acquisition sur route, c'est totalement maîtrisable, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'autres éléments que je vous montrerai par la suite sur le rail notamment.
les limites sur la route. Forcément, sur certains projets, on nous demande d'aller au-delà de 120 km/h, et ben, ça peut être une limite. On le verra à la fin, on ne voit pas tout avec de la donnée LIDAR, donc il y a forcément des compléments terrestres à faire, surtout sur les aspects hydrauliques. Et enfin, sur autoroute, nous, ce qu'on a en tête souvent avec nos équipes, c'est tout ce qui est limite de déblai et de remblai, les crêtes, tous ces genres de choses. Faire attention aux interprétations qu'on peut faire, et donc bien expliquer aux clients ce qui est de l'ordre de la vraie mesure et de l'ordre de l'interprétation. Les traitements qui sont faits sur la donnée, principalement, donc c'est un traitement géométrique, c'est-à-dire qu'une acquisition n'est pas faite dans un seul passage, elle est faite en 2 passages, voire plus. L'idée, il y en a 2 principalement. La première, c'est l'exhaustivité, c'est-à-dire que, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec le multi-écho, si on fait une acquisition, on ne maîtrise pas l'environnement, et donc c'est plus intéressant de faire 2 passages parce que c'est moins probable qu'on ait un masque au même endroit sur le passage retour. Et le deuxième aspect, c'est qu'on reste géomètre dans l'âme, et donc on aime se contrôler, et on doit se contrôler. Donc finalement, l'aspect double passage est là pour dire que si on a des critères statistiques qui disent qu'on doit être précis à 2 cm, le poteau qu'on a vu dans un sens et dans l'autre doit être à 2-3 cm maximum. Donc on va avoir tout ce qui est ajustement géométrique. Donc l'idée, c'est ce qu'on voit ici, c'est de déterminer des fluctuations. Forcément, on est sur des modèles plutôt aléatoires. Si c'est du systématisme, on l'aurait corrigé avant. Donc on essaie de déterminer des phénomènes aléatoires et surtout des variations de fluctuations faibles d'un moment à l'autre. Et donc on se retrouve avec forcément un effet vague, si vous voulez, des corrections qui montrent bien un phénomène plutôt aléatoire. Donc ça, c'est sur l'aspect géométrique pour corriger la donnée. Et après, on va faire un traitement sur la donnée LIDAR parce qu'au-delà de l'information bête X, Y, Z que donne un nuage de points, il y a d'autres métadonnées qui sont très importantes. Nous, on va utiliser la réflectance des objets mesurés. Donc c'est la capacité à réfléchir ou pas un objet, peu importe la distance. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on voit en nuage de points en grisé. Donc vous voyez, par exemple, sur l'image au-dessus et en dessous, il y a des affleurants au niveau du sol qu'on ne voit pas suivant la métadonnée que l'on souhaite afficher. Ce que l'on voit au-dessus en orange et vert, c'est une classification sol sur sol. L'idée est juste de définir ce qui est plan, pas horizontal mais bien plan. Donc on arrive à ressortir ce qui est de la route et du trottoir. Et ensuite, au-delà, donc au-dessus de ce qu'on a appelé le sol, on va couper en tranches notre lidar par altimétrie relative par rapport au sol. Ce qui permet, dans le cadre du travail, nous, en vue de dessus, de pouvoir du coup enlever des couches que l'on souhaite si on a des masques d'arbres ou de fruits de murs par exemple, parce que ce qu'on représente c'est bien au niveau du sol. Voilà les types de traitements, donc la classification, l'intensité, pour pouvoir ensuite travailler. L'image qu'on a en dessous c'est juste du lidar, enfin c'est une imagerie projetée avec du lidar dessus, donc il ne faut pas oublier que toutes les données sont géoréférencées, donc on arrive à jumeler l'un avec l'autre, les fusionner. Il faut garder à l'esprit que la mesure et la géométrie restent sur le lidar. On ne fait pas de photogrammétrie avec notre imagerie, elle est là juste pour comprendre l'environnement. Donc les produits qu'on réalise, il n'y a rien d'innovant, on reste sur les produits actuels. De toute manière, les gens qui font des routes, ils n'ont pas changé leur méthode. Donc on reste sur du profil en travers, ce qu'on voit en bas à gauche ici. Donc ici c'est une route qui a été mesurée avec les ouvrages d'art intégrés à l'intérieur en 3D, donc des choses qu'on faisait déjà en scan statique, sauf que là ça a été fait en dynamique, et on reste sur des produits classiques. Donc nous ce qu'on voulait c'était pas, c'est qu'ils gardent les mêmes méthodes de travail. Et puis on travaille beaucoup sur l'ouvrage, ça c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément avant. C'est-à-dire que on arrive à faire des profils en travers, des profils en long de l'ouvrage, avoir du gabarit et pouvoir intégrer ça. Et ça forcément les clients c'est des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant, ou alors avec du balisage un peu contraignant. Donc l'intérêt du laser, enfin l'image de point 3D, c'est de pouvoir avoir ce genre d'informations, surtout sur l'aspect gabarit. Donc ça c'est pour l'aspect BTP. En site, on va avoir tout ce qui est diagnostic de chaussée. Donc ici on est plutôt, alors je parlais chinois, donc sur du LCPC 38.2 ou 49, donc on est sur de l'analyse visuelle, donc de la fissure, pour le côté quantitatif. Et après par contre, on peut aussi faire du dimensionnement de fissures ou d'ornirage. Donc on peut faire du quantitatif et du qualitatif sur l'aspect diagnostic de chaussée. L'idée globale, c'est que quand il y a des gros projets qui peuvent être faits, la vie du projet et de la route fait que de temps en temps, ça ne vit pas comme on voudrait. Il y a des défauts et les gens veulent connaître les défauts qu'il peut y avoir, surtout les localiser,
pour ensuite orienter des campagnes de travaux. La deuxième partie, c'est l'aspect inventaire, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des systèmes SIG et des systèmes topographiques. Et il y a des inventaires qui demandent du décimétrique, donc notre système permet de le faire. Donc l'idée, c'est que dans le même environnement, on va avoir ici, on a un cône de projection, donc la vue en plan où on est, l'image associée, on utilise le LiDAR pour ensuite saisir l'élément. Et le tout, forcément, après, on le gère en base de données et on peut livrer ça au client sous Shape, enfin, vous connaissez la suite. Sur l'aspect aménagement, voirie réseau, Marc l'a expliqué tout à l'heure, donc sur l'aspect produit Carto 200, certains de nos confrères ici connaissent. Donc il y a l'aspect création de fond de plan, donc on reste sur de la vue de dessus. Donc l'idée ici, c'était de vous montrer que, par exemple, on a un passage ici, on le voit bien sur l'imagerie. Donc l'imagerie est en géoréférencée, à chaque instant on sait regarder quelle image correspond à quelle partie du lidar. Et donc en vue de dessus, comme une ortho, en jouant sur l'intensité et la classification, on va réaliser une création d'un fond de plan sur les aspects linéaires et puis ponctuels. Et en parallèle, il y a l'aspect géoréférencement, audit de plan, pour faire donc de la transformation Helmert. L'intérêt du nuage de points dans ce type d'application, c'est que très rapidement, on arrive à voir au-delà de la norme, surtout l'orientation des vecteurs, et voir si la transformation est homogène, ce qui est l'intérêt d'une donnée cohérente dans ce cas-là. Et pour l'audit de plan, c'est une notion assez intéressante et qui permet de gagner du temps. La deuxième application, c'est l'aspect rail. Donc il y a les mêmes atouts que sur l'aspect route, sur le rendement, la valorisation et la sécurité du personnel. Et c'est surtout que par rapport au coût d'annonce, quand on est sur l'emprise SNCF, il y a un aspect sécurité très important. La technologie LiDAR est intéressante. Les limites qu'il y a, c'est que l'intégration est très complexe, je vais y revenir tout à l'heure. L'insertion en fil de circulation n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire que forcément le train voyageur est prioritaire par rapport au train de mesure. Donc finalement on est obligé de s'adapter à ça. Donc si on a arrêté sous marquise dans un tunnel, donc la vitesse change dans un tunnel, le modèle inertiel est différent après à corriger, forcément. C'est des choses qu'on ne peut pas anticiper, donc on corrige après coup. L'initialisation est très complexe, j'y reviendrai si vous voulez. Et toujours pareil, il ne faut pas croire que ça fait tout, il y a toujours des compléments terrestres à faire, surtout sur l'aspect hydraulique. Et aspect très important, on le verra aussi en maritime, risque de dégâts matériels très important, surtout sur l'aspect vibratoire qu'il y a, parce qu'il n'y a pas d'amorti sur les wagons qu'on utilise. Donc même si on a des silent blocks sur notre système, on est obligé d'en prendre d'autres pour amortir d'autres phénomènes vibratoires. Et de toute manière, j'en ai parlé tout à l'heure, on a une centrale inertielle qui nous permet d'observer des effets vibratoires dus au rail et au fait qu'on n'ait pas d'amorti. Je parlais d'intégration complexe, parce qu'ici on n'a pas d'alimentation en énergie possible et surtout on ne connaît pas la durée d'acquisition. Donc finalement on a dû développer nous-mêmes une batterie externe qui alimente du coup notre système et le tout alimenté par un groupe électrogène en continu, forcément designé pour que si tout coupe on puisse quand même avoir quelques minutes d'acquisition et le tout relié en câble Ethernet à un ordinateur d'acquisition à distance pour contrôler la santé des capteurs. De toute manière, si les capteurs s'arrêtent, on ne va pas arrêter le train. Mais au moins, on sait si ça se passe bien et ça peut rassurer. Les traitements sont identiques sur l'aspect ajustement géométrique. Je ne vais pas y revenir. Par contre, sur l'aspect correction du heading, c'est différent. L'idée globale, c'est juste qu'en topographie, quand on veut s'orienter, il est commun de prendre la référence la plus lointaine pour diminuer l'impact d'une erreur résiduelle. Et là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que par rapport au cap du véhicule, vu qu'on n'a pas d'accélération, qu'on a une vitesse très lente, on a des mesures GPS qui sont très rapprochées, et donc finalement l'initialisation du heading est plus complexe. Donc on a réfléchi là-dessus, on utilise aussi une double antenne GPS pour pouvoir aider à avoir deux solutions pour le heading et aider à la correction. Par contre il peut y avoir des problèmes et de la correction à faire, qui est réalisable et qu'on réussit à faire. C'est là où on disait que l'initialisation est très complexe et qu'on ne maîtrise pas l'environnement en environnement ferroviaire, on peut rencontrer ce type de cas. Le traitement de la donnée, je vais le dire rapidement, il y a toujours la classification, l'intensité, c'est toujours les valeurs ajoutées du LiDAR, et la calibration de la caméra, donc on voit là une autre intégration d'une image en du LiDAR, mais en environnement ferroviaire. Les types de produits, encore une fois, rien de nouveau, on reste sur du profil d'infrastructure, que ce soit du gabarit d'ouvrage qu'on voit en bas à droite, du gabarit au niveau des quais. Il y a eu certains
problème par rapport à la largeur des quais par rapport au train, c'est ce genre d'outil qui permet de s'en rendre compte et du coup de faire un diagnostic de l'état actuel du réseau français. Et aussi des choses plus complexes, c'est-à-dire qu'on fait du plan type Régévois, mais l'intérêt surtout c'était d'intégrer tout ce qui est analyse de caténaire. Donc on ne le voit pas très bien, mais je pense que vous devinez qu'il y a des cotations un peu partout. Et donc c'est des choses un peu complexes. Donc là en fait c'est un profil caténaire sur une voie quadruple en Ile-de-France avec les consoles et les contacts caténaires. Et donc l'intérêt c'est de voir, même s'il y a deux fils, quel fil le pantographe va toucher et de coter tout ça par rapport au plan de roulement. Voilà le type de produit qui est réalisable. Autre chose très importante, et dans ces aspects-là surtout avec la gestion de la végétation en emprise ferroviaire, c'est l'analyse de gabarit. Donc là, on n'est pas sur de l'analyse cinématique, ça reste du statique. Donc l'idée, c'est qu'on a notre nuage de points. Donc là, on a un tunnel, par exemple, c'est pour montrer ça en application ouvrage d'art. Et donc, on va créer, donc grâce à la SNCF, il nous donne, si vous voulez, le mouvement que va subir le wagon suivant le dévers, sa vitesse et la déformation qu'il peut y avoir. Et donc, on va sectionner notre nuage de points suivant les courbes et dire on va appliquer tel gabarit ou tel gabarit. Et donc, regarder s'il y a de l'engagement qui est réalisé sur l'ouvrage d'art ou la végétation. Et à partir de ce moment-là, leur donner des indications pour mener des missions s'il y a lieu. Le dernier point, c'est l'aspect maritime. Donc, l'intégration qui a été faite donc, sur un bateau. L'idée, toujours la même chose, acquisition importante, c'est valorisation 2D, 3D. Par contre, ici, la précision est maîtrisable parce que, en tout cas, dans les cas qu'on a fait, les configurations GNSS étaient favorables, très favorables. Enfin, on ne peut pas avoir mieux que ça. On peut coupler un échosondeur, ce qui est très intéressant, et d'avoir en fait, le même type de données, deux nuages de points en 3 dimensions. La limite, ça vous l'aurez compris, c'est l'intégration qui est quand même très complexe, une initialisation très complexe. Parce qu'en fait, un bateau, il n'y a pas de statique, ça bouge tout le temps. Donc sur cet aspect-là, comme l'histoire du heading, il y a des choses à corriger. Et un risque de dégâts matériels lié à l'eau et puis à l'environnement dans lequel on est, donc lié au sel, très important. Et puis il faut avoir le pied marin, et ça, tout le monde... Les exemples de production qui ont été faites. Donc ici, c'est la cartographie d'environnement rocheux. Donc en bas à gauche, c'est de l'imagerie sur la Ladybug. Donc là, on peut voir la limite de la caméra 12 mégas. On aurait aimé avoir une caméra avec une meilleure résolution pour pouvoir aller chercher d'autres détails. On ne peut pas tout avoir. Et à droite, par contre, c'est le nuage de points colorisé de la même scène. Et en haut, toute la falaise qui a été mesurée. Et le blanc qu'on voit en bas, c'est tout simplement les vagues et le ressac qu'il peut y avoir sur les parois. Et donc le tout, forcément modélisé en 3D, positionné et géoréférencé, qui ont donc permis, et donc ça après c'est plus mon métier, d'essayer d'analyser quelles sont les roches qui risquent de se détacher ou qui vont bien tenir. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, lié à la concaténation échosondeur et lidar MMS. Un échosondeur, différents types, mais celui qu'on a utilisé permet d'avoir un nuage de points en 3 dimensions. Donc c'est le fond bleu qu'on voit ici, concaténé avec notre donnée lidar à nous. Les tests qu'on a fait principalement sont en Méditerranée, donc il n'y a pas d'effet de marée. Donc ce qui implique, c'est dommage on ne voit pas bien là, mais forcément un gap et on a un problème de mesure. Sur l'Atlantique, on joue avec les marées pour éviter ce genre de phénomène. Mais voilà l'intégration qu'on peut faire en application maritime. Je laisse conclure Marc. Je reviens effectivement juste pour la conclusion, maintenant que Valentin vous a tout très bien présenté. Voilà, vous l'avez compris, les systèmes de cartographie dynamique, c'est des outils vraiment extraordinaires. Alors, ça ne fait pas tout, il y a beaucoup de contraintes d'opération, et ça reste des systèmes fragiles en termes de système même, et fragiles surtout le process, puisque le moindre grain de sable ou la moindre chose qui n'est pas maîtrisée, imaginez, vous vous rendez compte une fois que vous avez fait vos 80 jours de traitement pour un jour d'acquisition qu'en fait vous avez un problème sur l'acquisition. Je ne vous fais pas un dessin, mais vous comprenez vite qu'il vaut mieux que ça n'arrive pas une deuxième fois. Donc comme c'était un petit peu le but et que ça fait 4 ans qu'on travaille avec ces systèmes, on a essayé de voir un petit peu, alors il n'y a sans doute rien de très original entre les mirages et les réalités de ces systèmes-là. Donc dans les mirages, on a essayé de mettre le côté plug and play, donc, qui est beaucoup vendu par les constructeurs notamment,
alors que ce n'est pas tout à fait le cas une fois qu'on est en opération. Il y a beaucoup à faire derrière, en intégration, vous l'avez vu sur un train, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le côté automatisation, oui, il y a beaucoup de choses qui s'automatisent, mais il est important de garder une bonne maîtrise de ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on livre, des contrôles notamment de précision, et puis ensuite les traitements, quand on fait un profil ou un carnet de montage caténaire tel que vous l'avez vu avec tous les codes, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'automatisation là-dedans. Ensuite, la rapidité des traitements, ça revient à reparler aussi de l'automatisation. On vous remet le chiffre. Sur les projets qu'on a pu mener, c'est à peu près 10 à 80 jours hommes de production pour un jour d'acquisition. Donc c'est bien d'avoir un système, s'il tourne 200 jours par an, vous laissez faire la multiplication et diviser par le nombre de jours ouvrés qu'il y a dans une année pour voir combien de personnes vous alimentez derrière. Voilà. La précision relative millimétrique, elle est réalisable dans un certain nombre de conditions et avec certains systèmes, de loin pas avec tous, même si là aussi il y a beaucoup de choses dans les catalogues constructeurs. Et puis le dernier est très important, mirage pour beaucoup, c'est le côté on passe avec le véhicule et puis c'est terminé. Il y a des projets, quand vous voulez garantir l'exhaustivité du relevé, le retour terrain en complétage topo traditionnel peut être très important. Donc à ne pas sous-estimer non plus, notamment quand vous avez des zones de végétation très denses. Le lidar c'est bien, mais si vous voulez être sûr d'avoir vraiment tapé le sol, il y a des moments où il vaut mieux aller le remesurer en traditionnel. Alors ce qui est vrai par contre dans tout ce qu'on entend, c'est la précision absolue centimétrique à laquelle on arrive. Donc centimétrique, on dit à peu près 2 cm en XY et 1 cm en Z. C'est aussi lié à la capacité de mesure de point de calage qu'on a. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'en définir des bons en Z qu'en XY. D'où le fait que le semi-point à la fin peut être mieux calé en Z qu'en XY. Un autre aspect, avec un bémol, c'est les valorisations multiples. Donc valorisation multiple, il y a 2 aspects dedans. Vous avez un client qui va, je prends par exemple sur une voie ferrée, vous dire je fais un passage pour faire une étude de gabarit. Derrière, rien ne l'empêche, 6 mois, 1 an après, de dire tiens, en fait, il me faudrait aussi mes carnets de montage caténaire. Ça marche. L'autre aspect va sans doute marcher à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai vu peu de cas où ça a été effectif. C'est-à-dire on fait une acquisition qui va servir au service de la voirie, au service topo, au service ASIG, et pourquoi pas à ERDF, et puis à je ne sais pas qui encore, où on va vendre 50 fois la donnée. Ça, il y a des modèles économiques qui se développent là-dessus, et qui vont sans doute se développer à l'avenir. On n'en est pas tout à fait là, selon la vision qu'on en a. Un autre aspect, c'est qu'on s'y est mis il y a 4 ans, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, 4 ans après, il y a une quinzaine de systèmes qui tournent en France. La logique de chaque prestataire, et elle est tout à fait compréhensible, que le système, on le vende pas cher ou qu'il reste dans son garage, entre guillemets, il vaut mieux le vendre pas cher. Ce qui fait que les prix de vente ont fortement baissé, et je pense qu'ils vont encore baisser dans les mois et années à venir. Et le dernier point, c'est sur l'investissement global. Vous avez un système, alors selon les systèmes, c'est on va dire entre 400 et 600, 700 000 euros. Mais une fois que vous avez le système, vous avez vu que vous avez encore assez peu de choses. Parce qu'il vous faut des ingénieurs, des techniciens formés, toute une panoplie de systèmes informatiques spécifiques. Voilà, tout ce qui fait qu'au final, c'est des systèmes très intéressants, mais à ne pas sous-estimer en termes de mise en œuvre. Voilà, donc si vous avez des questions, on est disponible.